Bonsoir à tous. Pierre, est-ce que tu m'entends? Ah, alors attends, ton micro est désactivé. C'est moi qui ai désactivé pour tous. Et donc forcément, tu te retrouves aussi à ne pas pouvoir intervenir. Hmm. Alors Pierre, tu devrais pouvoir allumer ton micro normalement. Je me disais, mais je comprends pas pourquoi j'ai pas de micro. Ouf. Mais bon, ça y est, je suis Bon. libéré. Ah, Merci, si je bonsoir à tous. peux, je sais pas si je peux tu sais, le désactiver que pour. Bon, enfin, peu importe. Je ne sais Ça pas. va. En tout cas, là, ça fonctionne. Donc bonsoir à tous, vous êtes déjà 17 là pour le moment. Je tiens juste à vous dire avant de commencer que le webinar est enregistré pour ceux qui ne peuvent pas assister ce soir afin qu'ils puissent le revoir. Voilà, donc vous pouvez librement désactiver votre caméra si vous le souhaitez. Voilà, chacun fait comme il le souhaite. Est-ce qu'on attend 1 ou 2 minutes? Le temps On de peut laisser attendre un petit peu, effectivement. aux derniers venus Euh, se connecter. ouais, ouais, on peut. Alors, est-ce que la boîte message. Voilà, vous avez, pour ceux qui ne connaissent pas, sur le côté, une petite boîte message. Je vais essayer de répondre aux questions au fur et à mesure. Et je vous mettrai à un moment des liens, sûrement vers la fin également, euh, voilà, pour des ressources utiles pour ceux que ça intéresse, notamment pour ceux qui n'ont pas encore fait un entretien individuel avec nous, si vous souhaitez évaluer votre dossier ou voir si on peut vous accompagner pour un dépôt de candidature. Et également, je vous mettrai le lien sur le site internet, puisqu'on a une petite boîte qui s'ouvre, et qui est un simulateur qui vous permet de tester en amont voilà, les atouts de votre dossier en termes de niveau de langue, en termes de campus, de cursus. Je vous mettrai le lien là aussi durant le webinar. Moi, j'aurais un bon score, Karine, si je voulais intégrer l'Université d'Européa, j'aurais un bon score si je fais le test. Bah, tu risques d'avoir un bon C1, toi. Un bon C1, bon, ça va alors. Un bon C1. Ça Après va. tes notes de première du lycée, je sais pas. Est-ce que tu t'en souviens? Ouais, j'avais fait une première ES, je me souviens. Ça doit être pas Ouais. mal. Non, non, ça va. Je pense que je pourrais y prétendre. Bah, écoute, teste. C'est moi qui recueille les données après. Je je ferai pas passer ton dossier. Ça va. Alors, allez, une petite minute encore. On se dit qu'à 5, on démarre. Ouais, Tu souhaites d'abord commencer par te présenter, Karine, ou pas? je peux, sans problème, hein. On est combien? On est 20, c'est bien. Bon, là, oui, oui. 20 là. Bon, il y a sûrement des personnes qui vont nous rejoindre entre-temps. Bon, du coup, certains me connaissent déjà. J'ai vu passer des noms que je connais, avec qui j'ai, pour certains, très souvent échangé. Donc, je suis Karine de Students Mobility. Donc, je suis en charge de la relation avec les familles et les étudiants pour le dépôt des candidatures en Espagne, notamment avec le groupe UE, sur les filières médicales et paramédicales, plus particulièrement en dentaire, en kinésithérapie et en pharmacie et vétérinaire. Et nous avons Pierre, du coup, qui est avec nous, Tout à qui est fait. notre Tout à fait. conseiller personnel. Tout à fait. Donc, bonsoir à tous. Donc, moi, je m'appelle Pierre. Je travaille à l'Université européenne depuis un peu plus d'1 an maintenant. On travaille au département du développement international de l'Université européenne. On est en relation avec des agents. Donc, nous, on considère agents les intermédiaires que l'on a partout dans le monde. On en a plus de 450 partout dans le monde, principalement dans des zones ciblées que sont notamment l'Amérique du Sud, l'Europe principalement, et après on en a bien sûr après un peu partout, et qui sont en relation avec les étudiants des pays dans lesquels ils exercent. Donc, je suis français. Je précise toujours que je suis breton parce que c'est une fierté, surtout en étant expatrié maintenant.
Je m'occupe donc du suivi de Students Mobility, qui est une agence avec laquelle on travaille depuis maintenant de nombreuses années, avec laquelle on a une très bonne relation et qui est une agence de confiance. Et c'est avant tout un point positif que je tiens à vous préciser. L'idée d'aujourd'hui, c'est que je puisse vous faire une présentation de l'UE, que l'on puisse aborder l'UE, on va dire, dans ses grandes lignes. Il y aura une première partie sur pourquoi étudier en Espagne, une deuxième sur pourquoi, dans le cadre des études en Espagne, étudier à l'UE. Et puis, on laissera éventuellement la place à quelques questions, en sachant que, comme le disait Karine, vous avez à votre disposition des rendez-vous que vous pouvez prendre avec elle pour faire le suivi d'étudiants. Donc, je préfère simplement annoncer d'avance que l'objet de cette présentation n'est pas de faire un point individualisé sur tel ou tel bulletin pour évaluer les possibilités d'accès. C'est vraiment une présentation globale. Alors, je vais tenter de partager mon écran. Normalement, ça se fait bien. Hop. Tu devrais pouvoir mettre ta fenêtre en plus grand, non? Je crois il y a... Ouais, c'est ce que... Hop, alors. Normalement, là, c'est bon. Oui, là tu apparais en grand pour nous. Parfait. Très Effectivement, bien. ça réduit les autres fenêtres. Bonsoir à ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc, rebonsoir à tous. Students Mobility. Première chose, avant toute chose, il y a des choses un tout petit peu moins agréables et je préfère les dire d'un coup. J'ai mis Students Mobility en grand. Le but, c'est vraiment que vous puissiez vous faire accompagner par la personne de votre choix dans le cadre de vos démarches d'études en Espagne. Mais avant toute chose, si vous faites confiance à un organisme, soyez lui fidèle. Je préfère le préciser. Je sais que vous êtes nombreux à vous renseigner sur les études en Espagne. J'en suis ravi. Mais il est important d'être fidèle à votre organisme parce que sinon, ça crée de la confusion. Nombreux sont les organismes comme Students Mobility, comme beaucoup d'autres, qui s'occupent de vous faciliter la vie dans les démarches d'admission en Espagne. À partir du moment où vous prenez les informations et que vous décidez vraiment de vous faire accompagner par une personne, s'il vous plaît, ne changez pas votre fusil d'épaule ensuite pour dire finalement je ne veux plus être accompagné par Students Mobility, mais par une autre agence. Parce que on ne pourra pas simplement donner accès à la requête. Donc je préfère le préciser d'emblée, d'autant qu'en plus, vous pouvez profiter de l'information qui est mise à disposition par Students Mobility ce soir. Ça y est, c'est les choses un petit peu désagréables que j'avais à dire. On peut enchaîner sur la présentation en elle-même. Pourquoi étudier en Espagne? Dans un premier temps, pourquoi faire ce choix de s'expatrier? Il faut bien identifier l'Espagne comme une destination leader en Europe en termes d'éducation supérieure. On a finalement un système qui est assez semblable au système français, où on a des universités publiques et des universités privées. De la même manière que dans le système français, les universités publiques sont pas gratuites, mais très accessibles en termes de prix, les universités privées sont des entreprises privées et donc moins accessibles en termes de prix, donc plus cher. C'est vraiment kiff-kiff. On est à 50 universités publiques, 46 universités privées. Donc la répartition est quasi égale. Et surtout, si on additionne les deux, ça fait quand même 96 universités en tout. Donc un nombre important d'universités, ce qui fait de l'Espagne une destination leader en Europe en termes de nombre d'universités. Au-delà de la quantité, on a 35 universités espagnoles qui sont présentes au QS World University Ranking de 2025. Si vous n'y êtes pas encore sensibilisé, c'est un des rankings les plus intéressants en termes de classement d'universités privées. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas commandé par une université en elle-même. Et souvent, c'est un gage de partialité, disons. Les secteurs d'études qu'il faut avoir en tête, concrètement, qu'est-ce que l'on peut venir étudier en Espagne? Je crois que l'immense majorité d'entre vous ici ce soir est intéressée par des études de santé. En Espagne, à la différence de la France, nombreuses sont les filières de santé qui sont ouvertes aux universités privées. Exemple, les plus connus, dentaire, kiné, vétérinaire, pharmacie, infirmerie, j'en oublie sûrement, il y en a plein, biomédecine, biotechnologie, etc., etc. Ça, forcément, c'est le gros du nombre d'étudiants que nous, on accueille chaque année, notamment venant des pays francophones. Mais on ne fait pas que ça. En Espagne, on forme aussi aux formations STEAM. STEAM, c'est tout ce qui est architecture, ingénierie, biomécanique, etc. Les sciences environnementales et les sciences sociales. Ce qu'on appelle sciences sociales, c'est tout ce qui est business, marketing, communication, etc., etc. Ce qui est plus difficile pour nous,
pour ces formations-là, il est plus difficile pour nous d'attirer les Français, puisque je sais qu'en France, le système de l'alternance, notamment, est très démocratisé pour ces filières-là. Maintenant, une fois qu'on a dit ce qu'on pouvait venir étudier en Espagne, qu'est-ce qu'on peut venir y faire? Pourquoi est-ce qu'on peut travailler en Espagne? D'abord, l'univers des startups est très, très présent en Espagne. Et les startups ici sont pour beaucoup ou bien étrangères, ou bien très friandes de salariés étrangers. Bien sûr, en étant doté d'un minimum de capacité linguistique, en principe. Quoique, je travaillais précédemment dans un coworking à Madrid, il y avait pas mal d'entreprises, notamment je pense à une entreprise autrichienne, dans laquelle travaillaient 2 Autrichiens qui travaillaient en full remote pour leur marché autrichien. Bâtiments et infrastructures, l'Espagne, notamment via ses infrastructures portuaires et aéroportuaires, est un pays qui a beaucoup, beaucoup de besoins de salariés. Et il ne faut pas seulement y voir le besoin, on va dire, en main-d'œuvre opérationnelle sur les chantiers, etc. Pas du tout. Je sais que notamment une entreprise comme AENA, qui s'occupe de la gestion de tous les aéroports espagnols, recrute beaucoup, que ce soit dans le business, les relations internationales, la cybersécurité, etc., etc. La durabilité environnementale, bien sûr, on recrute beaucoup en Espagne sur cette thématique-là, comme on recrute partout dans le monde ou presque sur cette thématique. Et puis au-delà de ça, l'Espagne est bien sûr historiquement connue pour son tourisme, sa culture, les monuments, les plages, etc., etc. Et ça embauche ça emploie beaucoup d'étrangers. Les diplômes que vous venez étudier en Espagne sont reconnus partout en Europe. C'est important, ce sont des titres reconnus par le ministère de l'Éducation espagnol. Ce sont des titres qui sont reconnus partout en Europe grâce à ce qu'on appelle les accords de Bologne, qui font des crédits qui sont validés, des crédits d'enseignement, des crédits ECTS. Ce sont des crédits européens, donc qui sont valides en France, en Espagne et dans tout l'espace, notamment globalement européen, concrètement des pays qui sont signataires des accords de Bologne. Et en plus de ça, nous, à l'Université d'Europa, on vient y ajouter des accréditations supplémentaires. Parce qu'on part du principe que, je donne un exemple, quelqu'un qui vient faire un bachelor en architecture, s'il vient du Royaume-Uni ou des États-Unis, potentiellement, il peut vouloir repartir ensuite travailler dans son pays. Donc nous, on leur met une certification qui est la certification NAB pour travailler aux États-Unis et au Canada, et RIBA, qui est la certification pour travailler au Royaume-Uni. De la même manière que pour un étudiant français qui vient étudier l'architecture, il faut qu'il puisse ensuite aller travailler dans ces pays-là s'il en a envie. Pour ce qui vous intéresse principalement, il y a la World Physiotherapy, qui est une accréditation supplémentaire que l'on donne au diplôme de kiné, et qui est très intéressante, bien sûr, pour travailler partout dans le monde ensuite. La politique d'accueil de l'Espagne est un élément important parce que je sais qu'un projet d'expatriation pour les études, même si on a toujours l'exemple d'un cousin, d'un ami, d'une copine qui est parti faire kiné ou dentaire en Espagne, bah c'est quand même important de savoir que l'Espagne continue aujourd'hui à accueillir des étudiants internationaux. Et non seulement l'Espagne continue à accueillir des étudiants internationaux, mais l'Espagne en veut plus. Au contraire, d'autres pays, par exemple le Canada, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, qui pour des thèmes, des problèmes différents, pour certains c'est le logement aux Pays-Bas, au Royaume-Uni forcément le Brexit a complexifié les choses, eux ils sont obligés de restreindre leur politique d'accueil d'étudiants étrangers. Nous en Espagne au contraire, on est vraiment ouvert et au-delà de vouloir les accueillir, on veut les intégrer. C'est-à-dire que l'Espagne aujourd'hui intègre au mieux les étudiants étrangers. Peu ou rares sont les étudiants étrangers venus étudier en Espagne que j'ai pu entendre me dire ça s'est pas bien passé parce qu'on m'a pas bien intégré. Il y a énormément de groupes qui sont créés dans toutes les villes pour pouvoir justement intégrer au mieux ces étudiants. Le coût de la vie est forcément un avantage. Vous le savez, peut-être que vous allez être forcément, je pense, une fois dans votre vie parti en vacances en Espagne, où vous vous êtes rendu compte par vous-même que la vie coûte moins cher. Même s'il ne faut pas non plus prendre ça pour argent comptant, dans des villes comme Madrid, comme Valence, comme Malaga, où les flux démographiques sont de plus en plus importants, on a de plus en plus de travailleurs, d'étudiants qui viennent aménager dans ces villes, on n'est pas sur les loyers qui étaient ceux il y a 5 ans. Peut-être qu'il y a 5 ans, je prends l'exemple de Madrid, on pouvait avoir une chambre dans une coloc pour 400 euros, tout à fait décente. Aujourd'hui, pour 400 euros à Madrid, c'est possible d'avoir une chambre décente, mais vous serez vraiment en dehors du centre-ville. On est plus sur les prix, on va dire, à Madrid de
entre 5 et 700 euros, globalement, pour une colocation dans une chambre. Très bien, hein, je te parle de quelque chose qui soit vraiment bien. Je prends toujours le deuxième exemple d'un menu au restaurant. Ça m'est arrivé la semaine dernière, encore une fois. Si vous n'allez pas dans les attrapes touristes, globalement, votre menu complet en Espagne, à Madrid, vous pouvez vous en sortir pour 12-13 euros par personne, avec deux plats qui correspondent à entrée, plat, dessert, boisson, sans aucun problème. Donc, par rapport aux autres top pays européens que sont le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, même l'Italie, quoique dans certaines zones d'Italie, c'est quand même très accessible économiquement. Et puis, bien sûr, je parlais de l'héritage culturel. L'espagnol est la deuxième langue la plus parlée au monde. Partant du principe que, étant francophone, vous parlez français, si vous venez étudier en Espagne, en principe, c'est que vous parlez un minimum espagnol ou que vous allez le parler. Si vous êtes lycéen en France, vous devez avoir un minimum de niveau d'anglais. En principe, je rappelle que c'est un niveau B2 qui est attendu en sortie de lycée. Je dis bien en principe parce que je sais que ce n'est pas toujours le cas. Ça fait déjà 3 langues parlées. Et cette expatriation, tout de suite, elle prend son sens. Parce qu'aujourd'hui, être un professionnel, c'est bien. Être un professionnel bilingue, anglais, j'ai presque envie de dire que c'est le minimum. C'est-à-dire que c'est même plus vu comme un atout. À partir de 3 langues réellement parlées, là, on commence à pouvoir considérer que c'est un atout. Une fois qu'on a posé ce cadre-là et qu'on se dit ben, pourquoi pas étudier en Espagne, ça peut m'intéresser. Pourquoi l'UE? Il y a énormément d'universités. Je ne taperai certainement pas sur d'autres universités, d'autres le font très bien. La UAC se fait bien, l'UQAM à Murcia le fait bien, la Nebrija le fait bien aussi. Nous, on a des avantages que l'on sait mettre en avant. D'abord, on est l'université la plus internationale qui soit. On est l'université en termes de nombre d'étudiants, leader en Espagne en parlant des universités privées. On a plus de 50 000 étudiants. Donc, en termes de nombre d'étudiants, on est le leader en Espagne, parmi nos 8 campus, que je vous présenterai dans un second temps. Et de ces 50 000, plus de la moitié sont internationaux. Vous aurez l'occasion de venir nous rendre visite, je le souhaite, vous serez les bienvenus. Vous pourrez constater par vous-même que dans les couloirs, ça parle espagnol, ça parle français, anglais, italien, arabe, russe, ça parle absolument de toutes les langues. Et au-delà de ça, on propose aussi des accords à l'international qui vous permettent de faire une partie de votre cursus à l'étranger. Vous me direz, pour dentaire et kiné, c'est un peu plus compliqué. Oui, c'est vrai. Quoique cette année, on a ouvert en espagnol à Madrid un groupe de dentaires qui s'appelle le Grupo Sanitas, en partenariat avec la chaîne Sanitas, qui est une chaîne d'assurance santé mutuelle, qui permet de faire ces stages dans des cliniques Sanitas à l'international. Donc, si vous êtes en recherche vraiment d'une expérience internationalisante, d'être baigné dans un bouillon de cultures différentes pour vous enrichir, vous êtes au bon endroit. C'est important. À condition de le vouloir, bien sûr. Au-delà de ça, on vous promet surtout une forte employabilité. C'est-à-dire que je dis toujours, ça fait plusieurs années que je travaille dans l'enseignement supérieur, c'est bien vous vendre une formation, mais en soi, vous vendre une formation, c'est pas une fin en soi. Une formation, ça reste un moyen vers un but final. Et le but final, c'est un travail, c'est l'employabilité. De nos étudiants, 92% sont en poste à 1 an post-diplôme. C'est-à-dire que plus de 9 étudiants sur 10 ont un emploi 1 an après avoir validé leur diplôme. Bien sûr, je ne dis pas qu'ils sont tous PDG de grosses entreprises ou propriétaires de leur cabinet d'orthodontie, évidemment. Mais ça veut quand même dire qu'il y a une professionnalisation forte à l'UE et c'est quelque chose sur lequel on travaille encore et toujours plus. On a notamment, au sein du campus de Villa Viciosa de Odon, un bureau spécialement dédié à la professionnalisation. C'est aussi le cas dans d'autres campus. Je parle simplement de Villa Viciosa de Odon parce que je ne l'ai pas précisé, mais c'est depuis ce campus-là que nous, les équipes du service développement international, on travaille. C'est là que tous les services sièges finalement sont regroupés. On a des classements. Je vous parlais tout à l'heure de nombre d'étudiants. On a aussi des classements qui vantent, au-delà de la quantité d'étudiants qu'on a, la qualité de notre accompagnement. On est présent au QS Saudi World et on est l'université avec le plus d'évaluations 5 étoiles en Espagne, au QS Spain. Je comprends toujours le QS, c'est le plus fiable en termes de classement. Donc ça veut dire que oui, on fait 50 000 étudiants, voire peut-être plus cette année, 55 000, mais on les accueille bien et on les accompagne bien. Il y a des gens qui sont là spécialement pour les accompagner du début à la fin. Donc ça, c'est hyper intéressant. Je vous ai déjà parlé tout à l'heure des cursus que les étudiants pouvaient venir étudier en Espagne. Maintenant, si on se fie plus précisément à l'Université européenne, ne nous leurrons pas, le gros des étudiants français, je le disais, ils viennent pour de la santé. On a énormément d'étudiants qui viennent étudier dentaire.
On fait en anglais et en espagnol, selon les campus. On fait aussi kiné en espagnol, en anglais et en français, selon les campus. On a des classes préparatoires qui sont l'équivalent d'une P0 en kiné, en français et en dentaire en anglais. Et après, on a toutes les autres formations, comme je le disais, vétérinaire, pharmacie, infirmerie, etc., etc. Je reviendrai tout à l'heure sur les installations qui nous permettent de vous dire que vous êtes reçus dans des très bonnes conditions. Les formations STEAM, je vous en parlais. Euh, le business aussi. Un exemple de mise en application des formations business aux relations internationales. On a dans nos bâtiments un tribunal factice pour que les étudiants puissent débattre, échanger et mettre en pratique au maximum des cas concrets. Et puis, on a la chance de pouvoir compter sur un partenariat. Aucune autre université n'a avec une telle entité sportive qu'est le partenariat qu'on a en collaboration avec le Real Madrid. Tous nos programmes aujourd'hui liés au sport, ils sont en partenariat avec le Real Madrid. Et on a, au-delà de ça, pour certains programmes, une école spécialement dédiée au Real Madrid. C'est-à-dire que les étudiants qui cherchent sur Internet Université Real Madrid, c'est l'université européenne qui lui sert de support. Et vice-versa. Je ne vends de rêve à personne. C'est pas parce que vous êtes kiné à l'université européenne que demain vous allez vous retrouver amasser Mbappé. Il faut pas non plus le voir comme ça. En revanche, bah, c'est tout de suite quelque chose de plus à dire et à présenter lorsque vous présentez votre cursus de formation. Je me suis formé dans l'école Real Madrid. Les installations dont je vous parlais, on a des cliniques, principalement donc une clinique vétérinaire qui est une clinique réelle, un hôpital de simulation dans lequel vous pouvez vous faire vos pratiques internes, notamment sur les 2 voire 3 premières années quand vous êtes en dentaire, en kiné, en médecine, etc., etc. On a des labos dentaires avec un encadrant pardon, pour 10 étudiants et un mannequin par étudiant. Tout à l'heure, je vous disais, vous comprendrez pourquoi on est capable de vous accueillir dans de bonnes conditions. Et bien désormais, je pense que vous en avez une idée un peu plus précise. On est très loin des conditions d'accueil que l'on peut avoir dans une passe en France. Très, très, très loin. C'est-à-dire que, encore une fois, si vous avez la chance de venir nous rendre visite, vous vous rendrez compte par vous-même combien les installations vous permettent de mettre en pratique le plus possible. La devise de l'UE, c'est Learning by Doing. Donc forcément, on vous met en pratique autant que faire se peut. On a un laboratoire de fabrication industrielle avec des imprimantes 3D. On travaille sur les maquettes, que ce soit en archi, en ingénierie, etc., etc. Et le tribunal factice dont je vous parlais tout à l'heure. On a également un tout nouveau campus, qui est le campus créatif, sur lequel je reviendrai tout à l'heure, qui là, lui, est dédié aux formations design. Formation design, art, jeux vidéo notamment. Et l'idée, c'est de concurrencer des villes comme Londres, comme Milan, comme Barcelone, comme Paris, qui sont en pôle position de ces formations-là jusqu'à. Concrètement, on est présent où? On est présent presque partout en Espagne. On a 3 campus à Madrid. Finalement, si vous êtes intéressé par des bachelors en santé, un seul de ces 3 vous concernera. C'est celui de Villaviciosa de Odon, celui que je vous montre là avec ma souris, qui est celui au sud-ouest de Madrid. Pour les étudiants, voire même quelques parents, c'est là qu'a été tournée la série Elite. M'en demandez pas plus, je ne l'ai pas vu, mais je sais que c'est là que ça a été tourné. C'est un campus qui est énorme, c'est plus de 20 000 étudiants, c'est vraiment l'expérience étudiante à l'américaine, concrètement. Et après, sur Madrid, on a 2 autres campus, le campus créatif qui est lié aux formations design et un campus qui est dédié au master, juste à côté de l'aéroport et du centre d'entraînement du Real. Un campus à Valence, qui est jusqu'aujourd'hui le 2e en termes de nombre d'étudiants, où on fait beaucoup de santé aussi. Son petit frère à Alicante. Alicante dépend du campus de Valence. Donc, par exemple, si vous postulez à Alicante, vous serez en contact avec des assesseurs d'admission de Valence. Alicante est une ville portuaire, beaucoup plus petite. C'est très bien pour les étudiants qui sont en recherche d'un accompagnement de proximité, finalement, d'un cadre similaire à celui d'un lycée français, mais dans le cadre d'études supérieures en Espagne. Ça peut rassurer les étudiants, et je sais que ça peut rassurer les parents aussi. Au contraire du campus de Madrid, où là, c'est vraiment une capitale, je crois qu'il y a 10 millions d'habitants dans l'agglomération madrilène,
même si on a pour le coup la chance d'être sur le village de Villaviciosa de Odon. Si vous regardez sur Maps, on est à 25-30 minutes au sud-ouest de Madrid, avec des navettes mises en place tous les jours entre le centre de Madrid et l'UE pour les étudiants qui vivent dans le centre, et la majorité des étudiants qui vivent sur le village de Villaviciosa de Odon, qui s'est pratiquement converti en un village étudiant. On a ouvert cette année, on en est très fiers, le campus de Malaga, qui, pour l'instant, n'est pas encore le plus international de nos campus, mais qui a clairement cet objectif, parce qu'il est à la croisée des mondes. Il est entre l'Europe et l'Afrique. C'est une destination qui est hyper attractive pour les étudiants étrangers, beaucoup d'anglophones, beaucoup d'arabophones aussi. Et c'est un campus qui fonctionne très, très, très bien. On a la chance d'y proposer dentaire en anglais et en espagnol, aussi bien que kiné en espagnol. Et je peux vous assurer que Malaga sera, je pense, d'ici 1 ou 2 ans, un de nos campus les plus importants. Et on a 2 campus aux Canaries, où l'on propose une expérience différente, pour le coup. Il faut être conscient que c'est à 2 heures de vol de Madrid. Donc, si c'est à 2 heures de vol de Madrid, c'est à 3 heures, 3h30 de vol de Paris. Pour les étudiants qui sont, encore une fois, en recherche d'un cadre de proximité, mais aussi en recherche de connexion avec la nature, qui adorent le surf, la rando, c'est génial. Mais il faut savoir que c'est une vie différente. C'est, à titre de comparaison, ils n'ont pas l'équivalent de la TVA espagnole qui s'appelle l'IVA. Eux, ils ont un autre impôt spécialement dédié pour les Canaries. C'est une expérience différente. Et ces campus, on les retrouve là. Donc, je disais Madrid en haut à gauche, le plus grand, le lac, etc. Le deuxième, on compare toujours de la gauche vers la droite. Le deuxième de Madrid, qui est le campus d'Alcobendas. Le troisième, le campus créatif. Quatrième, Valence. Valence, qui est un campus très urbain, dans le centre-ville. On a plusieurs bâtiments, un bâtiment dédié à la santé, un bâtiment dédié aux sciences sociales, et ce bâtiment dédié aux sciences sociales, si vous le cherchez sur Internet, vous pouvez le trouver, c'est le campus Turia, Turia. C'est un bâtiment qui a été rénové et qui fait partie du patrimoine de l'UNESCO. C'est un bâtiment qui est magnifique et qui a été rénové et restauré surtout pour en préserver le côté historique. Le campus Alicante dont je vous parlais, on voit tout de suite que c'est beaucoup plus petit. Les 2 campus aux Canaries, un campus moderne et un campus un peu plus ancien. Aux Canaries, on ouvre cette année médecine en espagnol et dentaire en espagnol. Pour l'instant, ça n'est pas ouvert. Ils sont en train d'organiser les admissions, etc. Je pense que ça ouvrira bientôt, mais je ne sais pas exactement quand. Et on devrait y construire un 3e campus justement pour accueillir ces étudiants. Et le campus de Malaga, dont on n'a pas encore, on va dire, de photos officielles. Sur le site internet, si vous tapez Universidad Europea Malaga, vous allez trouver. Mais nous, pour cette présentation-là, on n'a pas encore de photos. Donc cette photo-là, elle est issue d'un plan d'architecte. Je vous ai parlé de l'école du Real Madrid. On a aussi une école de droit en partenariat avec l'entreprise Garrigues, qui est un des acteurs les plus importants d'Espagne et présent dans de nombreux pays d'Amérique latine en termes de services juridiques pour les étudiants en recherche de relations internationales notamment. C'est hyper intéressant. On en vient à la conclusion qui nous fait dire finalement que l'Espagne, c'est plus qu'une option. C'est pas simplement, moi je veux vraiment que ce soit vu comme ça. Je veux pas simplement que ce soit vu comme un plan B. On ne sait pas trop ce qu'il y a comme qualité derrière, mais on sait que c'est là. C'est vraiment un leader de l'éducation internationale. Les événements font que Donald Trump, par exemple, fermant l'accès aux étudiants étrangers aux États-Unis ou le Royaume-Uni avec le Brexit, tout ça fait que de nombreux étudiants internationaux se dirigent vers d'autres destinations, et parmi ces autres destinations, l'Espagne est clairement, si ce n'est pas le leader, je dirais dans le top 3 de ces destinations alternatives, parce que coût de la vie accessible, parce que environnement multinational, et climat, et libéralisation des études qui font qu'en fait, c'est hyper intéressant pour tout type d'étudiants internationaux. Et l'UE en Espagne, c'est une université que moi je considère comme pertinente, dans le sens où elle a une offre de formation qui est alignée sur les demandes du marché. Un exemple. Pourquoi aujourd'hui on est capable de proposer kiné en français? Parce qu'on a noté qu'il y avait beaucoup d'étudiants français qui voulaient venir faire kiné en Espagne, pour qui la langue pouvait être dans un premier temps une barrière, pas forcément une barrière parce que je ne sais pas parler, mais simplement parce que dans un premier temps, ça me tracasse un petit peu d'étudier dans une autre langue, dans une langue qui n'est pas la mienne. Et donc, on a fait ce cursus de kiné en français. Et l'idée, c'est toujours d'aller chercher les besoins du marché, d'emploi, bien sûr. On parlait de Malaga tout à l'heure, on s'implante à Malaga parce qu'on sait qu'il y a une demande de travail pour en créer des contenus de formation adaptés
à ce marché. De mon côté, j'ai terminé ma présentation. Ce que je peux simplement faire avant de laisser la parole à des questions, c'est voir, il me semble, des photos, je crois, de l'hôpital de simulation notamment. Je sais que ça peut vous intéresser. Il me semble que je l'étais dans un diapo qui est en anglais, ce qui n'est pas dramatique, loin de là. Je peux vous le partager rapidement. Alors de mon côté, dans la boîte de messagerie, je vous ai mis le lien du coup de notre site internet de Students Mobility pour ceux qui voudraient faire le simulateur d'admission dans les études de santé. Et il y a également le lien du Calendly pour ceux qui voudraient qu'on étudie de façon individualisée un éventuel dépôt de dossier de candidature. Donc ça, vous les avez en commentaire épinglé dans la boîte de messagerie, même boîte dans laquelle vous pouvez commencer à nous poser vos questions. Voilà les campus. Donc là, vous avez d'autres photos encore. Le bâtiment dont je vous parlais, quel bâtiment patrimoine de l'UNESCO, c'est celui-ci, avec son patio, ses jardins intérieurs, etc., etc. Ces éléments-là, on en a déjà parlé, ça aussi. Et voilà, les hôpitaux de simulation, concrètement, à quoi ça ressemble. Alors, par exemple, sur la photo d'en bas au milieu, ce que vous voyez là, c'est l'exemple typique de choses qu'on met en place pour la pratique. C'est-à-dire que c'est une séparation qui permet d'avoir des étudiants des deux côtés de cette séparation centrale, avec d'un côté des étudiants qui pratiquent, qui n'entendent rien de ce qui se passe de l'autre côté, et en revanche, de l'autre côté, des étudiants qui peuvent, eux, tout écouter de ce qui se passe en pratique. Donc, c'est l'exemple parfait de ce qu'on peut mettre en place, nous, pour favoriser la pratique. En haut à gauche, on a là un laboratoire assez simple d'études de veto. En haut à droite, le centre de développement de la recherche de performance sportive, qui est un centre élite. C'est pas simplement un centre amateur. On a de nombreux sportifs de haut niveau qui viennent chaque année s'y préparer. Le plus connu d'entre eux, c'est Carlos Sainz, qui réside à Monaco, mais qui est madrilène, et qui donc vient tous les étés se préparer ici. Le labo dentaire qu'on a en bas à droite. Alors, la bonne nouvelle, la mauvaise nouvelle, c'est que cette photo n'est pas à jour du labo dentaire. La bonne nouvelle, en revanche, c'est qu'il a été tout refait, il est tout neuf. Quand je vous dis tout neuf, c'est qu'il a été inauguré cette semaine. Donc, je l'ai vu pour la première fois, moi, cette semaine. Et on aura bientôt de nouvelles photos à vous présenter. C'est encore mieux que ça. Et ça, c'est déjà très, très, très bien. Et puis, on avait aussi le laboratoire dont je vous parlais. Et pour terminer, avant de répondre aux questions, ces photos sont issues de quel campus? Du campus de... Alors, j'en reviens là-dessus. Pourquoi je vous conseille, moi, de vous faire accompagner par une agence comme Students Mobility? Premièrement, parce que vous allez gagner de l'argent. Intéressant quand même. Si vous faites, vous, votre démarche tuto webinaire parce que vous avez trouvé que je vous avais raconté des trucs sympas et que c'était intéressant, je vous en remercie. Si vous faites la démarche tout seul, vous avez 150 € de frais d'admission à payer. C'est des frais de dossier, finalement. Nous, dans le cadre du partenariat qu'on a avec Student Mobility, ces frais de dossier, vous n'avez pas à les payer, puisque votre demande d'intérêt sera faite non pas par vous-même, mais par l'agent. Je vous rassure, si vous avez déjà fait une demande d'intérêt et que vous comptez le faire passer ensuite via Student Mobility, c'est aussi possible. Sauf si, bien sûr, vous êtes déjà très, très avancé dans le process. Mais concrètement, vous économisez de l'argent. Et dans un second temps, c'est surtout vous faire accompagner tout au long du process. Je vous donne un exemple. Un assesseur ne voit pas votre demande et ne vous envoie pas les tests ou je ne sais quoi. C'est beaucoup plus simple de demander à Karine qu'elle me pose la question à moi, qui ensuite vais demander à l'assesseur ce qui se passe, plutôt que vous tenter de contacter l'assesseur directement. Un, parce qu'ils ne sont pas tous parfaitement francophones, et deux, parce qu'ils ne sont pas toujours les plus réactifs. Et peut-être que votre assesseur il sera en congé, que vous ne le saurez pas, mais que moi, je le saurai. Bref, au-delà de ça, vous avez aussi la possibilité d'avoir une évaluation et un accompagnement dans vos démarches. Karine le fait très bien, elle est là pour vous conseiller, pour vous dire, bah là, par exemple, en dentaire en anglais à Valence, avec ta note,
Ce sera pas possible. Donc, je te conseille plutôt une prépa à Madrid, etc. C'est un accompagnement dont vous bénéficiez qui vous facilite la vie, qui vous ouvre les portes et qui vous fluidifie, en fait, tout le process. Je vais juste prendre les questions qu'il y avait dans le chat. Oui, il y Alors, en a déjà. Alors, il y en a une par rapport aux photos du ouais, campus. Si j'ai bien compris, c'était Madrid, Pierre. ouais, tout à fait. Alors, ça, c'est issu du campus de Madrid. Est-ce qu'il y a ce type d'infrastructure dans chacun des campus? Oui et non. Oui, parce qu'il est important pour nous que l'étudiant qui étudie à Madrid ait les mêmes conditions d'accueil que celui qui va étudier à Malaga dans le campus qui est tout neuf ou que celui qui va étudier à Alicante. Ça, c'est primordial pour nous. Il est hors de question de dire on va avoir des conditions qui sont moins bonnes parce que je suis dans une ville qui est plus petite ou dans un campus qui est plus récent. Pas du tout. En revanche, je donne l'exemple de Valence. À Valence, par exemple, le campus est urbain. Il est en plein centre-ville. Il est vraiment à 10 minutes à pied de la plage. Donc forcément, on ne peut pas avoir tout centralisé sur un même espace comme on l'a à Madrid. À Madrid, vous allez d'un bâtiment à un autre et vous avez le labo dentaire qui est collé à votre salle de classe. À Valence, ben, peut-être qu'il faudra sortir et faire 5 ou 10 minutes de marche pour aller au bâtiment de santé qui a, lui, les labos dentaires. Donc, oui, c'est à Madrid. Oui, la qualité d'accueil et des infrastructures sera toujours la même. Non, l'expérience finalement ne sera pas la même selon là où vous irez. Et il ne faut pas se dire à Madrid ce sera mieux parce que c'est Madrid, donc il y aura de meilleures conditions. Non, les conditions sont les mêmes. Simplement, c'est dans quel environnement, moi en tant qu'étudiant, je me sens mieux, moi en tant que parent, je suis plus à l'aise de laisser mon enfant partir étudier. Mhm. J'ai une question d'Emeric. Alors, que se passerait-il si dans quelques années le diplôme des universités européennes est plus homologué dans quelques années par l'administration espagnole? Est-ce qu'un enfant diplômé de retour en France serait-il empêché d'exercer? Alors, les diplômes, de toute manière, ils sont homologués pour une promotion. Ils ne sont pas homologués pour une année. Donc, si par exemple votre enfant est bien étudié et que dans 3 ans, ce qui est inimaginable, hein, je veux dire, l'Espagne n'a aucun intérêt à faire ça. Dans 3 ans, on dit l'UE terminé, kiné, c'est plus homologué. Votre enfant, il terminera son cursus. Mais En on est étant là, homologué. pardon, En étant homologué, du coup. en étant De toute homologué. façon. Oui, Et la oui, France, pareil, laissera toujours un temps, s'il devait y avoir une mise en place de quelque chose qui oui. n'est de toute façon pas à l'ordre du jour aujourd'hui, mais si ça devait arriver, il y aura forcément un délai pour finaliser les diplômes de ceux qui sont en cours de formation. Bon, Tout à voilà, fait. de toute évidence. On a, nous, dans l'équipe développement international de l'UE, un service qui est spécialement dédié à l'étude des grandes tendances de marché pour pouvoir prévenir et anticiper ce genre de situation. Et aujourd'hui, clairement, que ce soit en France comme en Espagne, la tendance, elle n'est pas du tout à enrayer ce phénomène. Je ne sais pas pourquoi, mais la France n'a pas l'air pour l'instant encline à dire eh ben, on va mettre plus de places en kiné, ou on va mettre plus de places en dentaire, ou on va autoriser l'enseignement privé à faire du dentaire. Je ne sais pas pourquoi. L'Espagne, évidemment, n'a aucun intérêt non plus à le faire. Donc, il n'y a aucune raison que ce soit le cas. C'est vraiment absolument inenvisageable. Et même si c'était le cas, mais j'avoue que il n'y a aucune raison que ce soit le cas, oui, bien sûr, ils seront capables d'exercer en France. Le pourcentage de jeunes qui redoublent en première année, il y en a très peu. Il y a un petit peu plus de jeunes qui abandonnent à la fin de la deuxième année. Pourquoi? On est un établissement d'enseignement privé. Ce qui veut dire que les étudiants, ils ont une partie des diplômes qui est validée par du contrôle continu et une autre qui est validée par des partiels. Donc, tous ces diplômes-là, ils sont découpés par des unités d'enseignement. Tout est visible sur le site de l'UE. Si vous allez dans le plan des studios, vous allez voir unité d'enseignement. Un exemple, votre enfant, il valide tout sauf une unité d'enseignement en première année. Il va passer en deuxième année et avoir la possibilité, pendant sa deuxième année, de valider l'unité d'enseignement qui lui a manqué. Donc, en fait, il n'y a quasiment aucun étudiant qui abandonne à la fin de la première année. Et il y en a très, très peu qui abandonnent à la fin de la deuxième année parce qu'ils sont généralement conscients que c'est un investissement et donc ils mettent les bouchées doubles pour avoir la deuxième année. Et donc, c'est plutôt en fin de deuxième année où là, si l'étudiant n'a toujours pas validé l'UE de la première année, on est, nous, en mesure de lui dire tu n'as pas validé ton UE de première année, merci, au revoir, on ne peut pas continuer. Mais on va, en fait, en Espagne, le redoublement n'est pas pratiqué. C'est-à-dire que c'est
ou on valide tout, ou on valide une partie, ou dans ce cas, c'est que tu fais un autre choix d'études et tu es libre, toi, étudiant, de poursuivre ton parcours ailleurs. Est-ce que tous les cours de kiné sont en français? Oui, tout à fait. Si vous avez la possibilité d'étudier en espagnol, moi je dis toujours étudier en espagnol. Un, parce qu'encore une fois, c'est moins cher. Et cette année, les prix font qu'il y a une différence qui est significative. Je crois qu'on est à 11 000, je crois même pas, je suis sûr, on est à 11 270 € pour les cours de kiné en espagnol par an. Et on est à 15 550 pour les cours de kiné en français. Donc, si vous pouvez avoir un niveau B2 en espagnol, faites-le en espagnol. Oui, Karine. Oui, je veux juste préciser, c'est en français proposé uniquement à Madrid. Oui, Voilà. Et l'anglais également est possible en kiné uniquement à Madrid. Et pour la totalité des 5 campus, là, vous avez l'ouverture à la langue espagnole, bien sûr. tout à fait. Donc, tous les cours de kiné sont en français. Si une unité d'enseignement n'est pas réussie et qu'il doit la repasser, celle-ci est-elle payante? Oui, tout à fait. C'est une université privée. Ça fait plusieurs années que je suis dans des universités privées. Et à part l'air et l'eau du robinet, il n'y a pas grand-chose qui sont gratuites dans les universités privées. Je préfère ne vendre de rêve à personne. Est-ce qu'il y a un système de bourse pour les étudiants étrangers? Là non plus, je ne veux vendre de rêve à personne. Oui, il y en a, mais peu. Il y en a dans deux conditions. Première condition, avoir des très très bons résultats. Euh, Là, c'est vraiment prouvé que j'ai des très bons résultats et je fais partie des top étudiants. C'est pas facile d'accès parce qu'on a beaucoup d'étudiants, donc forcément, c'est pas facile d'accès. Et ça peut aller jusqu'à 30% de la formation qui est financée par la bourse. Le deuxième, et ça, c'est la demande de bourse, est à faire jusqu'au 15 juillet. La deuxième option, c'est d'être sportif de haut niveau. Sportif de haut niveau, c'est être sur les listes ministérielles. C'est par exemple, prenons l'exemple du foot, c'est ce que je connais le mieux, donc c'est ce dont je vais parler. C'est pas simplement être le meilleur joueur de mon équipe dans mon village. C'est vraiment être, par exemple, faire partie d'une structure de haut niveau, être inscrit sur les listes ministérielles, reconnu comme sportif de haut niveau. Et là, on a ce qu'on appelle le plan Compite. Compite, C-O-M-P-I-T-E. Si vous cherchez sur le site internet de l'UE, vous allez le trouver, qui peut vous donner accès non seulement à du sport universitaire, mais aussi à des bourses par rapport à ça. Du coup, si un élève rate un UE des premières années et qu'à la fin de la seconde année, il ne l'a pas validé, il peut se faire virer par l'école, même s'il veut encore redoubler. Oui, il peut, tout à fait. C'est tout à fait possible. Et après, bien sûr, l'UE est tout à fait capable d'entendre le pourquoi du comment l'étudiant a redoublé. On est tout à fait conscient, par exemple, parce que ça arrive tous les ans, un drame familial, un problème personnel, des difficultés d'adaptation, etc. Là, on peut monter un dossier pour dire ben, j'ai été victime de ça, j'ai eu ce problème-ci, laissez-moi refaire une année. Ça, c'est tout à fait possible. Par rapport à votre question initiale, qui reposait sur est-ce que les étudiants redoublent ou pas, en fait, la majorité des étudiants qui arrêtent, et il y en a peu, ils n'arrêtent pas parce qu'ils n'ont pas le niveau, ils arrêtent parce qu'ils sont pas bien, parce qu'ils sont loin de leur famille, parce qu'ils sont loin de leur pays, parce qu'ils ont le blues. Mais en soi, un étudiant qui vient de l'étranger, il arrête pas parce que il n'a pas le niveau. On fait en sorte d'accompagner vraiment pour que tout le monde aille au diplôme. Ça ne veut pas dire qu'on achète son diplôme. Loin de là. Tous les ans, on en a qui échouent. Mais ils contentent généralement aux efforts à faire pour avoir le diplôme. Pendant le cursus d'études de kiné, y a-t-il des vacances scolaires prévues? Si oui, à quelle période? Quel est le montant de l'UE à repasser si tel est le cas? Alors, le montant de l'UE, ça, je suis incapable de vous le dire. Il faudra voir au cas par cas. Oui, Pendant le ça cursus dépend d'études, des UE et ça dépend du cursus entre kiné, dentaire, etc. Ça va pas être les mêmes. Ça tout à fait, dépend du volume horaire finalement que représente cette unité d'enseignement. tout à fait. Vacances scolaires prévues, oui, moins qu'en France, parce qu'en France, on est quand même les champions du monde des vacances. Vous voyez ma nièce qui était déjà en vacances il y a 10 jours, alors qu'elle a repris que mi-septembre. J'ai dit OK. Il me semble qu'il y a 2 semaines à Noël, où là, nous, on va jusqu'au Roi Mage. Mm. Donc concrètement, cette année, par exemple, entre le vendredi 19 décembre et le mercredi 7 janvier, le campus est fermé. Mm. Et il y a ce qu'on appelle la Semana Santa, qui est la semaine sainte. C'est l'équivalent espagnol de Pâques, où à Madrid, on ne fête pas le lundi de Pâques, mais le jeudi et vendredi précédent. Mais à Valence, on fête le vendredi et le lundi, parce que l'Espagne est régie par des communautés autonomes, et donc les jours fériés ne sont pas les mêmes d'une région à une autre. Mm. Le taux de réussite en kiné, c'est difficile à dire, on n'a pas encore les données de cette année.
c'est plus de 80%, mais le taux précis, je ne saurais pas vous le dire. Ça va même au-delà, il me semble, pour certaines formations. Ouais, mais je préfère dire quelque chose qui soit plus bas et Mm. qu'après, je corrige vers quelque chose de plus haut que l'inverse. Ouais, Mon côté prudence. c'est sûr. Alors, Euh, pour le moment, je ne vois pas d'autres questions. Moi, je vais N'hésite. éventuellement Ah, juste apporter deux, trois précisions, là, tant que je les ai en tête. Le process d'admission, même si vous en avez déjà entendu parler, vous faites votre démarche. Karine nous informe de votre intérêt. Vous recevez les tests à passer. Vous avez 4 tests à passer. Un test d'anglais, un test d'espagnol. Et ce, même si vous voulez faire kiné français, un test d'anglais et un test d'espagnol. Un test de soft skills qui s'appelle le talent test, qui est concrètement là pour évaluer vos capacités à travailler en équipe, travailler sous pression, etc. Et un entretien de motivation qui, selon le cursus, peut être écrit ou oral. Si vous voulez étudier dans une langue qui n'est pas votre langue native, vous aurez systématiquement besoin d'avoir un niveau de langue qui soit B2 dans la langue dans laquelle vous voulez étudier. Je veux faire kiné espagnol, il me faut un B2 espagnol. Je veux faire dentaire anglais, il me faut un B2 anglais. Les tests de langue sont avec caméra ouverte. Donc, inutile d'envoyer votre cousin espagnol faire le test à votre place. De la même manière qu'il est inutile d'avoir un téléphone pour tricher en même temps, par exemple. Euh, et une fois que vous êtes admis, vous pouvez payer alors la réservation. La réservation des frais, elle correspond systématiquement à environ 10% des frais de scolarité. Et cette réservation-là, elle vous est remboursée si, par exemple, votre enfant n'a pas son bac. Dans le cas contraire, elle vous est pas remboursée, par exemple, si finalement je décide de ne pas aller étudier en Espagne. Ça, c'est important. C'est important de savoir quand même dans quoi vous vous engagez. D'autant qu'après, nous, à partir de l'admission, on va vous laisser un certain temps, assez court, entre 2 jours et 10 jours, selon oui, les filières. les cursus, ouais. C'est ça, selon les cursus, pour pouvoir valider votre inscription. Et je le reprécise aussi, même si ça me semble évident, c'est absolument hors Parcoursup. C'est-à-dire que si vous voulez faire kiné en Espagne, vous avez votre admission début décembre, vous oubliez tout Parcoursup après. C'est important. Ça démarre quel mois Les Alors, admissions, nous, on a démarré depuis début octobre. oui, alors nous, on a commencé à récolter vos dossiers. Certains sont en ligne, le savent, dès le mois de septembre. Ensuite, on a démarré les dépôts de candidature en octobre sur notre interface de l'UE où on dépose vos dossiers. Par la suite, dès que je fais un dépôt de dossier d'un des étudiants, je vous écris. Alors, d'une part, pour vous indiquer que votre dossier est complet, qu'il a bien été déposé, et aussi pour vous envoyer des liens d'entraînement au test d'anglais, au test d'espagnol et les questions du questionnaire écrit de motivation ou entrevista. Pour le talent test, qui est un test de personnalité, là, il n'y a pas d'entraînement. C'est vraiment propre à chacun. Il n'y a pas non plus de bonne ou de mauvaise réponse. C'est un test qui est non éliminatoire, mais qui est tout de même obligatoire à passer. Vous vous entraînez avec les liens que StudMob vous a envoyés en attendant de recevoir de la part du conseiller qui vous est attribué à l'UE les liens cette fois-ci officiels. Vous passez les tests officiels ensuite en lien avec votre conseiller et moi je suis là aussi si vous avez besoin. Et ensuite, une fois que les résultats tombent, soit vous êtes non admis, dans ce cas, aucun autre dépôt de candidature n'est possible pour cette rentrée 2026, soit le jeune est sur liste d'attente, il peut être appelé à tout moment, mais d'autant plus jusqu'au mois de juillet où les résultats de Parcoursup tombent et où souvent certains jeunes se désistent s'ils obtiennent quelque chose en France parfois. Soit vous êtes admis et effectivement, comme l'a dit Pierre, vous avez entre 2 jours et une semaine, en gros, pour faire le paiement de réservation de place qui va entre 1 500 et 3 000 euros selon les cursus et qui est bien un acompte de la totalité de la scolarité et non quelque chose en plus à donner. Du coup, en termes de frais, euh, pour l'accompagnement de notre agence, vous n'en avez aucun. Notre accompagnement est gratuit. Au contraire, comme vous l'a dit Pierre au départ, vous gagnez les 150 euros de frais de test d'admission que vous n'avez pas à payer. La seule chose qui est payante, c'est un document et qui n'est pas par notre agence. Elle est faite. Ce document est produit par une autre agence
qui s'appelle Host Students et qui fait les rapports académiques, ce qu'on appelle, c'est une équivalence de notes qui est remise sur 10 par rapport aux notes de première du lycée du jeune, puisque c'est bien, le dossier scolaire du jeune est toujours établi par rapport aux notes de première. Pourquoi? Parce que la majorité des jeunes qui déposent un dossier sont en terminale et comme vous le voyez, ça a déjà commencé. À ce stade de l'année, ils n'ont pas encore de diplôme, de bulletin de notes, excusez-moi, ni le diplôme du bac, bien sûr. Du coup, tout le monde est soumis à la même règle, même si un jeune est en passe, en LAS ou autre, et qui veut se rediriger vers les études en Espagne, il doit se soumettre à ça, c'est-à-dire à l'étude de son dossier scolaire de première uniquement. Toutes les notes qu'il a eues après ne compteront pas pour cette étude de dossier. Donc, ce rapport académique, ce document coûte 60 euros. Il n'est pas demandé pour toutes les filières. Donc, c'est vraiment au cas par cas, ça dépend. En kiné français, c'est le cas. Mais en kiné espagnol à Malaga, par exemple, ça n'est pas le cas. Je donne ça juste en exemple. Mais ça, quand vous prendrez rendez-vous en entretien pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, on vous donnera tous les détails selon, ça sera personnalisé à votre demande Juste et à notre deux éléments. aiguillage. Juste deux éléments de précision. En fait, le rapport académique, c'est tout simplement la conversion au système espagnol de vos notes françaises. Et la règle est la même pour un étudiant français, iranien, argentin, bolivien, d'où qu'ils viennent. Donc ça, c'est la première chose. C'est pour nous standardiser, parce qu'on a trop de demandes. Donc pour standardiser les process, on est obligé de faire de cette manière-là. Et deuxième chose, concernant la prestation gratuite qui vous est délivrée par Students Mobility, parce que moi, je suis hyper transparent là-dessus. Nous, on rémunère nos agents via une commission pour chaque étudiant qui vient à travers de l'agent. Vous me direz pourquoi vous faites ça, vous n'avez pas d'intérêt, autant les capter tout seul. Pas du tout. Parce que tout le travail que fait Karine avec vous pour vous accompagner, pour vous dire ne postule pas à Valence, mais plutôt à Madrid ou inverse, prends des cours d'espagnol avant, je te prépare à l'entretien, etc. C'est un travail qui a une valeur très importante. Et c'est qu'en fait, nous, on rémunère nos agents à la hauteur du travail qu'ils font pour nous. Et donc, c'est cette commission qui les rémunère, tout simplement. Donc, c'est pour ça que pour vous, c'est gratuit. C'est génial, c'est une super opportunité. Pour eux, évidemment, ils font pas de bénévolat, ils le font, bien sûr, contre commission. Il y avait une question d'Emeric sur le logement. Il faut s'y prendre à l'avance longtemps? Non. Les Espagnols ne sont pas du tout comme nous. Je me souviens quand j'avais des apparts en France, il fallait donner le préavis 3 mois avant, et puis il y avait des visites qui se faisaient, etc. Pas du tout. On est plutôt là sur, je prends mon exemple parce que je viens de déménager. Concrètement, mon exemple, moi je cherchais un appart pour mi-novembre, pour début novembre. Euh, j'ai fait mes visites mi-octobre. Sur Parce que, Madrid, hein, on précise oui, que mais tu es sur Madrid, toi. c'est partout pareil en Espagne. Et c'est comme ça que ça se passe en Espagne. Simplement, dans le cadre de l'UE, on a un réseau d'étudiants, notamment français et francophones, déjà tellement important que finalement, sur tous les réseaux sociaux, il y a des groupes, WhatsApp, TikTok, Instagram, etc. Facebook, ça parlera plus aux parents, normalement maintenant, Facebook, qui permettent aux étudiants de se refiler les apparts entre eux. Et c'est comme ça que ça se fait. Concrètement, au mois de juin, tous les étudiants à Villaviciosa qui terminent leur cursus, ils mettent je libère ma chambre dans ma coloc, etc., etc. Donc, pour le logement, je dirais, si vous passez par une agence éventuellement un peu avant, avril, mai, mais n'allez pas vous préoccuper pour le logement dès le mois de février si vous rentrez en septembre. Les rentrées sont toutes mi-septembre. Il n'y a pas d'urgence à le faire avant. Pour les groupes d'appart, vous nous donnerez les liens avant. Alors, moi, j'ai pas de groupe directement à donner. Peut-être que, Karine, tu as des contacts à donner, je ne sais pas. Si jamais c'est pas le cas, vous allez vraiment sur Facebook, les Français à Madrid, les Français à Villaviciosa, les Français Oui, à l'UE. Et généralement, le gros avantage aussi de passer par un intermédiaire comme les Students Mobility, ne soyez pas désolé d'être en stress, c'est mon quotidien d'avoir des parents stressés, c'est tout à fait normal et compréhensible, il n'y a pas de souci. Le fait de passer par un intermédiaire comme ça, on fait en sorte qu'ils puissent vous mettre en relation vous, entre vous avant, quand c'est possible. C'est mm. pas toujours possible, mais ça peut être parfois la création d'un groupe pour que les parents se connaissent entre eux ou les étudiants se connaissent entre eux, et donc ils arrivent à créer des liens. Oui, tout à fait. Bah, alors, non, j'ai pas de groupe non plus particulier. Il y en a régulièrement des nouveaux qui ouvrent aussi, mais on conseille exactement la même chose que toi, Pierre. Une petite recherche rapide, notamment sur Facebook, et il y a pas mal de groupes qui ressortent, effectivement. Pour ce que disait Karine, et ça fera écho à ce que je disais en introduction par rapport au fait qu'on dise la même chose,
je suis l'interlocuteur de tous les agents qui sont en France. Donc, l'information que vous avez là ce soir, ce sera la même si vous allez toquer à la porte de quelqu'un d'autre demain ou après-demain. C'est important quand même de le savoir. Oui. Et c'est pas parce que, en faisant la démarche avec Student Mobility, vous n'êtes pas accepté à l'UE, qu'en faisant la démarche avec un autre agent, vous serez un peu plus accepté. Pas du tout. Mm. C'est important de savoir aussi parce que tous les ans, on en a et je comprends la frustration. C'est dommage, mais malheureusement, ça ne marche pas Mm. comme ça. Oui. Bon, On je avait pense dit que 20 heures à peu près, il reste 4 minutes. S'il y a des questions, n'hésitez pas, à oh, profitez-en. c'est ça. Plein de choses, le coût de la vie, les admissions, ce que vous voulez. S'il n'y en a pas, on ne va pas s'éterniser, mais s'il y en a, n'hésitez pas, on est à votre disposition. Ah, la sécurité sociale. La sécu sociale espagnole, vous pouvez en profiter. Il faut d'abord faire ce qu'on appelle le NIE, qui est le NIE, c'est le numéro d'identifiant étranger. C'est une démarche à faire en arrivant en Espagne. Alors, jusque-là, ça n'avait pas d'incidence. Que vous le fassiez ou pas, ça n'avait pas d'incidence. Mais cette année, les prix ne sont pas plus chers pour les étudiants étrangers, mais il peut y avoir certaines remises faites pour les étudiants résidant en Espagne depuis au moins 2 ans. Et comment vous allez prouver que vous êtes résident en Espagne depuis au moins 2 ans? Avec ce fameux NIE. Donc ça peut être intéressant de le faire à votre arrivée. Tout simplement, il faut, je crois, prouver que vous avez assez d'argent sur votre compte en banque. Je crois vraiment que pour les étudiants qui ne viennent pas travailler, ils demandent un extrait de compte en banque pour vivre en Espagne, une assurance, l'équivalent d'une mutuelle, etc. Je sais plus ce qu'ils vous demandent d'autre. Et concrètement, votre contrat d'études, savoir ce que vous venez faire en Espagne, etc., etc. Mm. Euh, Oui. et après ça, ils vous donnent, moi, je peux vous montrer, on doit l'avoir là. C'est quelque chose qui est à vie, donc c'est pas renouvelable. C'est l'équivalent d'une carte de séjour, mais comme vous êtes citoyen de l'Union européenne, c'est à vie. Je l'ai là. Donc ça ressemble à ça, finalement. C'est une petite carte comme ça. Et ils vous donnent votre carte. C'est pas un document d'identité, c'est-à-dire que si vous faites contrôler dans la rue, il faudra absolument que vous ayez aussi votre carte d'identité ou votre permis, votre passeport à côté. Et ça vous permet, en fait, c'est votre identifiant, votre carte d'identité espagnole, entre guillemets. Nombre de places Alors disponibles. ça, Pardon, oui, oui. alors il y a d'abord, pardon, il y a Sabrina qui demande si mon fils passe ses tests en décembre. Alors, je tiens à préciser que décembre, c'est la deadline de fin de passage de test hein, pour ceux qui sont soumis au process de session, notamment kiné-FR ou dentaire anglais, espagnol pour certains campus. Donc, les tests commencent là déjà et vont se poursuivre jusqu'au 4 décembre. Ça, c'est la deadline de session. Du coup, les résultats seront environ une semaine après. Oui, je crois que c'est le 10 décembre cette année, les résultats de la session 1. Et l'inscription, du coup, se fait dans les jours qui suivent, dans les 2 jours qui suivent. C'est là que, si le jeune est admis, il doit payer cet acompte dont on a parlé tout à l'heure. Et la rentrée scolaire 2026, avez-vous les dates? Alors non, je ne pense pas qu'il y ait déjà les dates, mais globalement, c'est toujours entre le 10 et le 20 septembre, donc un peu en décalé avec la France. Si, je l'ai, Voilà. Karine. 14 septembre Ah ben 2026. voilà. Eh ben voilà, on est pile dedans. Et c'est le 15 et j'ai vu tout à l'heure sur le site internet que c'était le 14. En fait, si vous Eh allez ben sur le voilà. site internet, on va pouvoir. Alors, juste pour répondre à la question de Michael, Mmh. donc, il me semble qu'en kiné français, c'est 40 places, il me semble. Je vais juste vous montrer quelque chose que vous pouvez faire pour avoir accès à pas mal d'infos. Euh, et je pense qu'on va terminer là-dessus. Je vous partage un nouveau Ouais, écran. Hop, et moi, en parallèle, je vais vous mettre le lien du site officiel de l'Université européenne. je pense que je vais vous. Comme ça, vous pourrez aussi aller voir. Donc là, vous avez le site de l'Université européenne. Important. Vous avez la possibilité de le mettre en espagnol ou en anglais. Surtout, ne le mettez pas en français. Oui, ça Mettez saute. en Mmh. français, ça va vous sortir une version réduite du site internet qui va tout de suite vous demander vos coordonnées. Et c'est pas le but. Oui, voilà. Il n'y a pas toutes les infos sur cette version, Et là, effectivement. vous avez une loupe. Vous cliquez dessus, ça vous ouvre ça. Et vous cherchez, par exemple, et ben, on a parlé de kinésithérapie. Je vais même plutôt mettre physiothérapie. Vous avez physiothérapie.
Vous cliquez, et là apparaissent tous les campus qui proposent kiné. Donc là, en l'occurrence, c'est kiné en espagnol. Vous avez toutes les dates de rentrée. C'est pour ça que je sais que c'est déjà le 14 septembre 2026. Et vous pouvez ensuite vous naviguer sur le site et voir que c'est disponible en espagnol, en français et en anglais. Et si vous cliquez sur français, eh ben vous avez déjà la date de rentrée de kiné français. Le programme d'études, c'est le fameux plan des studios dont je vous parlais tout à l'heure. Vous descendez et vous avez structure du programme d'études, année par année, crédit par crédit. En fait, le site internet, c'est vraiment votre meilleur ami dans votre recherche d'informations concernant l'UE. Vous cherchez des infos sur, voilà, pour le coup, le site est passé en français. Mais si vous le remettez en espagnol, vous cherchez des infos, on va le mettre même, on va le faire en anglais. Peut-être que la plupart parlent davantage anglais qu'espagnol. Cherchez des infos sur les bourses, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. On va vous chercher, scholarship, et vous allez avoir toutes les infos sur les bourses. Cette loupe-là, elle est là pour vous simplifier la vie. Et l'autre info que vous allez avoir intéressante, c'est les portes ouvertes qu'on organise systématiquement. Il me semble que, pas dire de bêtises, mais en naviguant dessus, voilà, vous les avez déjà. Donc là, porte ouverte virtuelle pour le Creative Campus, présentiel le 15 novembre, etc., etc., etc. Et après, on a nous pour projet aussi, avec Students Mobility, on vous en dira plus, de vous organiser une porte ouverte sur place. Je ne peux pas vous le garantir pour l'instant que ce sera le cas, mais on espère que ce sera possible. Et si jamais ces dates-là ne correspondent pas à vos dates, vous pouvez le dire à Karine. Karine, j'ai besoin d'aller visiter le campus. Par exemple, c'est le week-end du 11 novembre. Je serai à Madrid lundi. Est-ce que tu peux m'organiser une visite? Non, c'est férié lundi à Madrid. C'était un mauvais exemple. Mais prenons l'exemple lundi à Valence. Est-ce que je peux y aller? Oui, c'est possible, tout à fait. Parce qu'à Valence, c'est pas férié. Oui, et après, il y a les visites online. Pour ceux qui ne se déplacent pas du tout en Espagne, il y a régulièrement des portes ouvertes virtuelles et qui sont notamment, l'inscription se fait aussi sur le site internet. Et il y en a régulièrement, quand même, il y a des dates proposées régulièrement. Voilà pour moi. Avec plaisir, Émeric. Merci pour votre attention. Bonne soirée, Emeric, merci. Euh, je pense qu'on a fait un tour déjà bien complet de tous les éléments qu'on Oui. pourrait vous donner. La prochaine étape pour vous, c'est de solliciter un échange avec Karine si ce n'est pas déjà fait. Oui, donc je vous ai mis, pour ceux qui n'ont pas encore passé l'entretien, donc vous avez toujours le lien du calendrier en ligne qui est épinglé et notre site internet pour faire le test du simulateur ou aussi le formulaire de contact pour réserver un rendez-vous avec nous. Si votre projet est déjà ficelé, est déjà clair dans votre esprit, n'attendez pas. C'est-à-dire qu'on en discutait justement hier avec Karine. On a des cursus comme dentaire en anglais à Malaga qui sont déjà complets pour la rentrée prochaine. Donc, Et en espagnol également. et en espagnol également. N'attendez pas, au moins consultez. Karine, elle a les infos en direct de ce qui est complet, ce qui ne l'est pas encore, ce qui va l'être bientôt, etc., etc. Et parfois, on a souvent des mauvaises surprises. On dit j'ai le temps, j'ai le temps, j'ai le temps. Et ben non, tu n'avais pas le temps, mon ami. C'est déjà complet. Donc voilà, Ouais. si vous avez déjà votre projet bien ficelé, n'hésitez pas à poser les questions. Merci Françoise, bonne soirée à vous Bonne aussi. soirée, Françoise. Je pense qu'on a fait le tour. Karine, est-ce Oui. que tu penses qu'on peut clôturer? Oui, on peut clôturer, oui, tout à fait. Moi, Super. c'est bon S'il y de a mon côté des questions, également. vraiment il y a besoin de rentrer en contact avec moi, Karine peut vous donner mon contact, mais en principe, il n'y a aucune raison que ce soit le cas. Elle a Bonne absolument. soirée, Sabrina. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne soirée. Tenez bon. Demain, c'est le week-end. Après, il y aura sûrement le pont jusqu'au 11 novembre. Profitez bien de ce long week-end si vous faites le pont et très bonne soirée à tout le monde. Merci, Pierre. Merci à toi, Karine. Merci.